Alors on est ici au cimetière d'El Kourou. C'est là que sont enterrés les rois qui avaient construit Napata. Ici on est dans la tombe de la reine Kalhata, une des dernières reines d'Égypte et de Nubie. Alors on va faire un petit chemin ensemble dans l'au-delà. On va partir du moment de la mort de la reine et puis du moment où elle va ressortir au jour. Ici, donc, tu la vois, la reine Kalhata. Elle est accompagnée ici par deux génies d'au-delà, qu'on appelle les fils d'Horus. Ici, Hapi à tête de singe, et ici, Douamoutef à tête de chacal. Ils l'accueillent à l'entrée de la tombe, ils la prennent par la main, et ils vont l'emmener vers le lieu de la momification. On va rentrer maintenant dans la chambre funéraire. Attention, marche. Claude Rilly et Nicolas se sont déplacés de 3 kilomètres, juste en face de Napata. Ils pénètrent à l'intérieur de l'un des tombeaux d'El Kourou, où sont enterrés les rois et les reines des deux terres, l'Égypte et la Nubie réunies. Les peintures sont ici remarquablement conservées, malgré les crues du Nil dont on voit l'empreinte sur les murs. La reine momifiée gît sur un catafalque à tête et pattes de lionne. Tout autour d'elle, la procession des dieux d'Égypte. Sobek, Anubis, Thoth, l'ibis sacré, l'un des dieux de la science. Il y a bien sûr la barque divine du dieu Ra, représentée sous la forme du disque solaire et adorée par les babouins. La reine prend place au milieu de l'embarcation, accompagne l'astre solaire dans le voyage souterrain qu'il accomplit après s'être couché à l'ouest. Ensuite, ce sera la renaissance à la lumière. Alors, je te propose de voir quelques objets qu'on a trouvés justement dans les tombes du Soudan et qui reflètent la pénétration des coutumes égyptiennes. D'accord. Avec tout d'abord un magnifique cartonnage, un plastron de momie exactement, qui vient du nord du Soudan. Alors on peut effectivement déchiffrer ici les hiéroglyphes, je te ferai grâce du début, c'est toutes les offrandes qui sont souhaitées aux défunts. Et ici on voit son nom, on voit un petit personnage qui tient un mur, c'est donc l'architecte. Et le nom de l'architecte, qui est égyptien, apparaît après, il s'appelle Bébi. Ah, le personnage qui tient un mur, ça... C'est le verbe construire, c'est tout ce qui a rapport avec la construction. D'accord. Donc il date à peu près de l'époque des Ramsès. Alors tout d'abord, les morts ayant besoin de tout l'équipement nécessaire à la vie dans l'au-delà, une paire de sandales. Sandales? Oui. Alors évidemment, ce n'est pas des sandales prévues pour la vie de tous les jours puisqu'elles sont en bronze. Ce serait un petit peu pénible à porter en perpétuité. Mais elles étaient au pied de la défunte. Voilà, tout à fait. Elles ont été au pied d'une princesse qui porte le joli nom un peu compliqué de Neferu-Kakashta. Voici maintenant, venant également d'une tombe de princesse d'El Kourou, un petit collier de perles de faïence en ce qu'on appelle bleu égyptien. Faites très attention. Magnifique. Voilà, donc ce sont des petites fleurs de lotus. Et c'était donc porté autour du cou, comme on a vu sur le plastron de momie. Les royaumes de Méroé et de Napata, sous un vernis de civilisation égyptienne, sont restés profondément nubiens. C'est aussi le cas de celui de Kerma, antérieur aux deux premiers. Une mission archéologique suisse, dirigée par Charles Bonnet, vient d'y faire des découvertes majeures qui lèvent définitivement le voile sur une partie jusque-là mystérieuse de la vie des pharaons noirs. Charles Bonnet fouille minutieusement le site depuis 30 ans. La tâche est gigantesque et le chantier pharaonique.
Au début de l'année, la persévérance de l'équipe suisse est récompensée. En creusant sous une chapelle d'une ancienne ville égyptienne, elle vient tout juste de découvrir les plis d'un pagne de pierre. Une statue apparaît, puis une autre. Alors tu disais? Je disais le bracelet de la petite statue qui est là encore. 24 et 26. La découverte est exceptionnelle, unique dans la vie d'un archéologue. On vient de mettre au jour les représentations en granit de quelques-uns des plus grands pharaons noirs ayant régné sur l'Égypte. Notamment la statue de Taharqa, roi de la 25e dynastie. Les précautions sur le site sont maximales. Avant de déplacer quoi que ce soit, des croquis, des photos, des relevés extrêmement précis sont effectués. L'emplacement de chaque pierre, de chaque sculpture est dessiné dans l'espace. Les hiéroglyphes visibles sont reproduits. Rien n'est laissé au hasard. Préservées de l'érosion naturelle et des pillards, ces œuvres d'art enterrées depuis 2600 ans sont dans un état remarquable de conservation. Choisi pour son calme et sa maîtrise, un homme descend lentement dans la fosse pour extraire les vestiges les moins volumineux. Têtes, pieds, corps et cartouches couverts de hiéroglyphes sont empilés au fond de l'excavation. Les scientifiques estiment que ces effigies royales ont été brisées volontairement pour des raisons politiques avant d'être enterrées. Mais elles ont été enfouies avec les honneurs car des tissus et des feuilles d'or étaient placés entre les morceaux. Cette oreille, quelle merveille! Charles Bonnet et Dominique Valbel, professeurs d'égyptologie à la Sorbonne, mettent ces destructions sur le compte de Psamétique II, pharaon de la 26e dynastie, qui mena vers 600 avant Jésus-Christ une violente campagne en Nubie pour anéantir l'image très forte de ses prédécesseurs noirs. Jusqu'à présent, les archéologues étaient sceptiques sur le fait qu'il ait pu mener son armée jusqu'à Kerma. Ces découvertes en apportent la preuve irréfutable. Qui collent ensemble. 50 fragments en excellent état vont être exhumés de la cavité, dont 7 statues brisées mais quasiment complètes. Ah, ça c'est beau. Ouais. Elles seront toutes restaurées et étudiées dans leur contexte archéologique. Mais elles permettent surtout de mettre un visage sur des pharaons dont il n'existait aucun portrait jusqu'à ce jour. Fantastique. Après plus de 26 siècles de sommeil, la tête en pierre du dernier pharaon noir, Tanoué Tamani, surgit à la lumière sous les yeux des archéologues et du public soudanais, lointain descendant de ces glorieux rois couchites. À force de persévérance, les scientifiques sont parvenus à reconstituer une des pages manquantes de l'histoire des pharaons noirs qui ont régné sur les deux terres.
Sur une felouk, Nicolas glisse vers le nord en suivant le fil du Nil pour remonter encore un peu plus le temps. Direction l'île de Saï, un millefeuille archéologique planté au beau milieu du grand fleuve où les hommes se sont succédés depuis 300 000 ans.